L'aventure avait commencé un samedi de mai à 5 heures du matin. Pour la deuxième fois, je cédais à l'appel du Nord pour aller à la rencontre des Lapons, les derniers survivants de l'âge du renne en Europe. Changement d'avion à Copenhague, puis à Oslo, et le vol continue, toujours cap au nord. 3 heures après avoir quitté Oslo, le vicomte de la Fredolson atterrit à Bardufoss, terminus des lignes régulières. Mais c'était Alta qu'il me fallait rejoindre, car étant situé à proximité des pistes de migration, j'espérais obtenir là quelques renseignements sur les Lapons. Comme les routes étaient encore fermées suite à l'hiver tardif, l'hydravion restait le seul moyen de transport, et c'est avec un des populaires auteurs de la vie d'heureux que le voyage continua. Ces petits appareils, trouvant des points d'amérissage dans les fjords ou sur les lacs à toutes les époques de l'année, accomplissent une tâche importante dans ces régions, en dépit de conditions météorologiques souvent très mauvaises. Pendant 2 heures, ce ne furent que fjords et montagnes, le long de ces hauts plateaux qui forment le Finnmark-Vidda, une région de plusieurs centaines de kilomètres dans toutes les directions, avec une maigre végétation. C'est le pays des Lapons. Les yeux rivés au sol, j'essayais vainement d'y découvrir un troupeau ou une tente, et je me demandais comment j'allais m'y prendre pour découvrir ces fameux Lapons. N'était-ce pas un peu l'aiguille dans la botte de foin ? Et voilà que pour augmenter les difficultés, le temps s'assombrissait de plus en plus à mesure que nous approchions d'Alta. Qu'allais-je devenir dans ce mélange de neige et de brouillard ? Alta, petit port de pêche, m'accueillait avec un vent glacial et une pluie qui me cinglait le visage. J'avais interrogé les gens, mais en vain. Seul, le Lensman m'avait dit « Suivez la route 50, et peut-être qu'à une trentaine de kilomètres, vous pourrez apercevoir quelques campements. » Et j'étais parti, avec mes 35 kilos sur le dos, je m'étais enfoncé dans ces montagnes, tout seul, confiant. Chez les Lapons, la communauté de base est la Sida, la famille. Celle dont je fus l'hôte pendant 15 jours était sous l'autorité de Matisse, absent du campement pour le moment, qui vivait là avec sa femme Marit, son fils Matisse, 27 ans, marié à Inger, et sa fille Berit, 18 ans, mariée à Aslak, absent lui aussi. Le camp se composait de la kota, la tente, qui est l'habitation principale, du garde-manger avec ses quartiers de viande de renne séchée, qui, crue ou bouillie, constitue souvent le seul plat des menus Lapons. On y trouvait aussi des réserves de sang séché ou des tendons accrochés aux perches pour être hors de portée des chiens. Il y avait aussi un réfrigérateur pour la margarine et un autre pour la confiture. Un peu plus loin, les traîneaux avec lesquels on avait fait la migration attendaient patiemment l'automne. Les harnais des rennes s'entassaient sur un gros rocher, tandis que quelques bois attendaient d'être vendus aux touristes au cours de l'été. Des bouleaux dressés en faisceau constituaient la réserve de bois de chauffage. Ils étaient sciés sur un chevalet rustique et original. Le tas de bois, lui, n'est pas lapon, mais français, car il faisait partie de mes attributions. Aux alentours de la kota, des pots de renne, posés à même la neige, blanchissaient au soleil. Voilà pour le campement. Quant à l'intérieur de la kota, une porte de toile découvrait un poêle avec son inséparable cafetière, sans oublier le faitout pour le pot-au-feu. Une caisse retournée et couverte d'une toile cirée servait de table.
De chaque côté, des caisses, posées sur des branches de bouleau, remplaçaient les chaises, tandis que des coussins et des pots de renne composaient la literie. Mais de renne, point. Et pourtant, un lapon ne peut vivre sans renne. C'est qu'il fallait aller là-bas, dans les montagnes, à une vingtaine de kilomètres, pour découvrir le troupeau que gardaient jalousement Matisse et Aslak. Car le renne est la seule richesse du lapon. Non seulement parce qu'il lui donne sa viande pour se nourrir, sa peau pour s'habiller, se chausser, couvrir son sol et son toit, ou tapisser le berceau de ses enfants. Non seulement parce qu'il lui donne ses tendons pour faire du fil à coudre, ses cornes pour ses manches de couteau ou ses anneaux de lasso, mais surtout parce que c'est sa seule monnaie d'échange. L'abattage des rennes à l'automne permettra d'acquérir les 60 kg de margarine, les 100 kg de pommes de terre, les 50 kg de sel, les 25 de café et les 200 boîtes de lait condensé qu'une famille consomme en moyenne par an, auxquelles il faut ajouter les étoffes pour robes et chapeaux et les sous-vêtements de laine. Avec 300 rennes, il sera pauvre, 3 ou 4 000 millionnaires. Chaque renne est marquée au nom de son propriétaire par une série d'entailles dans les oreilles, et il existe une combinaison non seulement pour chaque éleveur, mais pour chacun des membres de sa famille, y compris les enfants. Le vrai lapon est nomade, car les vrais maîtres de la Laponie, en fait, ce sont ces animaux. Les rennes décident des périodes de migration, les hommes, eux, n'ont qu'à suivre. Et là-bas, dans le camp, la vie s'écoulait lentement avec ses servitudes quotidiennes. Les chiens, qui assurent la garde du troupeau, prenaient aussi une grande place. Il fallait parfois les empêcher de courir dans la montagne lorsqu'ils n'étaient pas de service. Il fallait aussi les nourrir très souvent avec une bouillie de farine et de sang séché. Ils se chargeaient en plus des os et des restes dont ils débarrassaient la quota. Les femmes s'étaient attelées à la confection des scalaires, sorte de mocassins en peau de renne, qu'il fallait d'abord gratter, puis assouplir avec une décoction d'écorce de bouleau nain. Les peaux étaient alors découpées ou jugées, sans patron bien entendu. Elles étaient ensuite cousues avec un fil spécial, tiré des racines de l'herbe séna, sorte de jonc que l'on ramasse à l'automne dans certains marécages. Ces racines, effilochées, puis mâchées et roulées, constituent un fil très solide. Les femmes avaient toujours une pelote de racines dans leur poche, qu'elles ne manquaient jamais de sortir pour mâcher lorsqu'elles s'accordaient un peu de repos.
Le scalaire terminé était ensuite bourré d'herbe sénat, dans laquelle le pied nu se creusera un trou pour être confortablement à l'abri du froid. Cette herbe, qui est plus chaude que les chaussettes, présente en outre l'avantage de pouvoir se sécher et d'être renouvelée fréquemment. À la fabrication des scalaires s'ajoutait la routine des travaux quotidiens. Bérit poussait parfois quelques yoïques, qui sont des chants gutturaux, toujours très courts, où l'on passe brusquement d'un registre à l'autre, dans lequel les paroles sont improvisées sur une mélodie qui est propre à chaque personne. La coquetterie ne perdait pas ses droits, et parfois Bérit ou Inger décidaient tout d'un coup qu'il leur fallait un nouveau galon sur leur robe, ou que leur mari avait besoin d'un nouveau chapeau. Le dimanche matin était occupé par le choix laborieux de la jupe ou du châle. Le repos dominical était fêté en grande tenue, avec tous ses bijoux, car c'était le jour des visites. Et les jours s'écoulaient lentement au rythme des fantaisies du temps, dernier soubresaut d'un hiver qui agonisait. Au froid, au vent, au brouillard, succédaient les premières chaleurs de l'été, dans cette transition brutale
qui est propre à la Laponie. Et tandis que les rivières, qui venaient juste de naître, allaient s'engloutir dans les lacs encore revêtus de leur croûte de glace, là-haut, la montagne étincelait sous le soleil de minuit. L'arrivée de la belle saison ne supprimait pas pour autant les servitudes journalières. L'abattage des bouleaux était une occupation majeure, car il fallait satisfaire l'appétit féroce du poil qui marchait jour et nuit. Parfois, à ce travail, s'ajoutait celui, plus délicat, de la récupération du libère, la couche entre l'écorce et le bois, qui servirait à tanner les peaux. De retour au camp, Mathis commençait alors la longue préparation d'une peau de phoque, achetée à Alta, dont la résistance particulière était mise à profit pour la confection de semelles de mocassins. Le libère était versé dans l'eau bouillante, et c'est dans cette décoction que l'on faisait macérer la peau de phoque. Le liquide perdant rapidement ses vertus tannantes, il fallait recommencer plusieurs fois l'opération, et Marit relayait alors Mathis pour l'entretien du feu. La peau ayant bien macéré, il fallait alors la raser, opération délicate car il ne fallait pas la couper. Ce fut le vieux Mathis qui, après avoir passé 3 jours à dormir dans la kota à son retour de la montagne, la mit à sécher sur les traîneaux. Mais le vieux Mathis rentré, il fallait un remplaçant auprès du troupeau. Et ce fut alors au tour de Mathis de laisser son Inger pour aller rejoindre Aslak. Puis, un jour, ce fut aussi mon tour de partir. Mais dans le taxi qui m'amenait dans ce Paris retrouvé, j'entendais encore les yoïks de Bérit, et je pensais à Mathis, qui devait s'enfoncer, là-bas, dans les montagnes, à la recherche de nouveaux pâturages pour ses rennes, pour sa seule raison de vivre.